Le fantôme de Canterville, écrit par Oscar Wilde. Chapitre 1. Lorsque M. Hiram B. Otis, le ministre américain, acheta Canterville Chase, tout le monde lui dit qu'il faisait une chose très stupide, car il n'y avait aucun doute que l'endroit était hanté. En fait, Lord Canterville lui-même, qui était un homme des plus honorables, avait cru de son devoir d'en parler à M. Otis lorsqu'ils étaient venus discuter des conditions. « Nous n'avons pas pris soin de vivre dans cet endroit nous-mêmes, » dit Lord Canterville. « Depuis que ma grand-tante, la duchesse douairière de Bolton, a eu une crise de peur, dont elle ne s'est jamais vraiment remise, par deux mains squelettes placées sur ses pieds, ses épaules alors qu'elle s'habillait pour le dîner. Et je me dois de vous dire, monsieur Otis, que le fantôme a été vu par plusieurs membres vivants de ma famille, ainsi que par le recteur de la paroisse, le révérend Augustus Dampier, qui est membre du King's College de Cambridge. Après le malheureux accident de la duchesse, aucun de nos jeunes domestiques ne voulait rester avec nous, et Lady Canterville dormait souvent très peu la nuit, à cause des bruits mystérieux qui provenaient du couloir et de la bibliothèque. « Monseigneur, » répondit le ministre, « je ferai évaluer les meubles et le fantôme. Je viens d'un pays moderne où nous avons tout ce que l'argent peut acheter. Et avec tous nos jeunes gens vifs peignant le vieux monde en rouge et emportant vos meilleurs acteurs et primadonnas, je pense que s'il existait une chose telle qu'un fantôme en Europe, nous l'aurions chez nous dans très peu de temps dans l'un de nos musées publics, ou sur la route comme spectacle. Je crains que le fantôme n'existe, dit Lord Canterville en souriant, même s'il a peut-être résisté aux ouvertures de vos impresarios entreprenants. Elle est connue depuis 3 siècles, depuis 1584 en fait, et fait toujours son apparition avant la mort d'un membre de notre famille. Eh bien, le médecin de famille aussi, Lord Canterville. Mais les fantômes n'existent pas, monsieur, et je suppose que les lois de la nature ne vont pas être suspendues pour l'aristocratie britannique. Vous êtes certainement très naturel en Amérique, répondit Lord Canterville, qui ne comprenait pas très bien la dernière observation de M. Otis, et si cela ne vous dérange pas d'avoir un fantôme dans la maison, ce n'est pas grave. Seulement, tu dois te rappeler que je t'ai prévenu. Quelques semaines plus tard, l'achat était conclu et, à la fin de la saison, le ministre et sa famille se rendirent à Canterville Chase. Madame Otis, qui, sous le nom de Miss Lucretia R. Tappan, de West 53 RD Street, avait été une belle célèbre de New York, était maintenant une très belle femme d'âge moyen, avec de beaux yeux et un profil superbe. De nombreuses dames américaines, en quittant leur pays natal, adoptent une apparence de mauvaise santé chronique, sous l'impression qu'il s'agit d'une forme de raffinement européen, mais Madame Otis n'était jamais tombée dans cette erreur. Elle avait une constitution magnifique et une quantité vraiment merveilleuse d'esprits animaux. En effet, à bien des égards, elle était plutôt anglaise et constituait un excellent exemple du fait que nous avons vraiment tout en commun avec l'Amérique d'aujourd'hui, à l'exception, bien sûr, de la langue. Son fils aîné, baptisé Washington par ses parents dans un élan de patriotisme qu'il ne cessait de regretter, était un jeune homme blond, plutôt beau, qui s'était qualifié pour la diplomatie américaine en dirigeant l'Allemand au casino de Newport. Pendant 3 saisons successives, et même à Londres, il était réputé comme un excellent danseur. Les gardénias et la pairie étaient ses seules faiblesses. Sinon, il était extrêmement raisonnable. Miss Virginia Otis était une petite fille de 15 ans, souple et belle comme un faon, et avec une belle liberté dans ses grands yeux bleus. Elle était une merveilleuse amazone et avait déjà fait 2 fois le tour du parc au vieux Lord Bilton sur son poney, gagnant d'une longueur et demie, juste devant la statue d'Achille, pour le plus grand plaisir du jeune duc de Cheshire, qui proposa pour elle sur place, et fut renvoyé à Eton la nuit même par ses tuteurs, en larmes. Après Virginia, vinrent les jumeaux, qu'on appelait habituellement les Star and Strip, car ils se faisaient toujours bruisser. C'étaient de charmants garçons, et, à l'exception du digne ministre, les seuls vrais républicains de la famille. Comme Canterville Chase est à 7000 d'Ascot, la gare la plus proche, M. Otis avait télégraphié pour qu'un wagonnet les vienne à leur rencontre, et ils ont commencé leur route de bonne humeur. C'était une belle soirée de juillet, et l'air était délicat du parfum d'épinède. De temps en temps, ils entendaient un pigeon ramier ruminer sa propre voix douce, ou apercevaient, au fond de la fougère bruissante, la poitrine brunie du faisan. Des petits écureuils les scrutaient au passage depuis les hêtres, et les lapins s'enfuyaient à travers les broussailles et les collines moussues, la queue blanche en l'air. Cependant, comme ils entrèrent dans l'avenue de Canterville Chase, le ciel se couvrit soudain de nuages, un curieux calme parut retenir l'atmosphère, un grand vol de corbeaux passa silencieusement au-dessus de leur tête, et, avant qu'ils atteignirent la maison, de grosses gouttes s'élevèrent. De la pluie était tombée. Debout sur les marches pour les recevoir se trouvait une vieille femme, soigneusement vêtue de soie noire, avec une casquette et un tablier blanc. C'était Madame Humney, la gouvernante, que Madame Otis, à la demande pressante de Lady Canterville, avait consenti à conserver dans son ancien poste. Elle leur fit à chacun une révérence basse en descendant et dit d'une manière désuète et démodée « Je vous souhaite la bienvenue à Canterville Chase ». À leur suite, ils traversèrent le beau hall Tudor et pénétrèrent dans la bibliothèque, une longue pièce basse, lambrissée de chêne noir, au bout de laquelle se trouvait un grand vitrail. Ici,
Ils trouvèrent du thé préparé pour eux et, après avoir ôté leurs enveloppes, ils s'assirent et commencèrent à regarder autour d'eux, pendant que Madame Humney les servait. Soudain, Madame Otis aperçut une tache rouge terne sur le sol, juste à côté de la cheminée, et, tout à fait inconsciente de ce que cela signifiait réellement, dit à Madame Humney « J'ai peur que quelque chose ait été renversé là-bas. » « Oui, madame, » répondit à voix basse la vieille gouvernante, « du sang a coulé à cet endroit. »« Comme c'est horrible !» s'écria Madame Otis. « Je n'aime pas du tout les taches de sang dans un salon. Il faut l'enlever immédiatement. » La vieille femme sourit et répondit de la même voix basse et mystérieuse, « C'est le sang de Lady Eleanor de Canterville, qui a été assassinée à cet endroit même par son propre mari, Sir Simon de Canterville, en 1575. » Sir Simon Louis a survécu. 9 ans, et a disparu subitement dans des circonstances très mystérieuses. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais son esprit coupable hante toujours le Chase. La tache de sang a été très admirée par les touristes et autres, et ne peut être enlevée. Tout cela n'a aucun sens, s'écria Washington Otis. Le détachant champion de Pinkerton et le détergent Paragon le nettoieront en un rien de temps, et avant que la femme de ménage terrifiée ne puisse intervenir, il était tombé à genoux et récurait rapidement le sol avec un petit bâton de ce qui ressemblait à un produit cosmétique noir. En quelques instants, aucune trace de la tache de sang ne fut visible. « Je savais que Pinkerton le ferait », s'exclama-t-il triomphalement en regardant sa famille admirative. Mais à peine avait-il prononcé ces mots qu'un terrible éclair éclaira la pièce sombre, qu'un terrible coup de tonnerre les fit tous se lever et Madame Humney s'évanouit. « Quel climat monstrueux !» dit calmement le ministre américain en allumant un long cigare. « Je suppose que le vieux pays est tellement surpeuplé qu'il n'y a pas assez de climat décent pour tout le monde. J'ai toujours pensé que l'émigration était la seule solution pour l'Angleterre. »« Mon cher Hiram, » s'écria Madame Otis, « que pouvons-nous faire avec une femme qui s'évanouit ?»« Chargez-la lui comme de la casse, » répondit le ministre. « Elle ne s'évanouira pas après cela. » Et en quelques instants, Madame Humney revint certainement à elle. Il ne faisait aucun doute, cependant, qu'elle était extrêmement bouleversée et elle a sévèrement averti M. Otis de se méfier des problèmes qui pourraient survenir dans la maison. « J'ai vu de mes propres yeux, monsieur, dit-elle, des choses qui feraient dresser les cheveux sur la tête de n'importe quel chrétien. Et bien des nuits, je n'ai pas fermé les yeux dans mon sommeil à cause des choses horribles qui se font ici. » Cependant, M. Otis et sa femme assurèrent chaleureusement à l'honnête âme qui n'avait pas peur des fantômes, et, après avoir invoqué les bénédictions de la Providence sur ses nouveaux maîtres et maîtresses, et pris des dispositions pour une augmentation de salaire, la vieille gouvernante chancela. Dans sa propre chambre. Chapitre 2. La tempête a fait rage toute la nuit, mais rien de particulier ne s'est produit. Le lendemain matin, cependant, alors qu'ils descendaient prendre le petit déjeuner, ils trouvèrent à nouveau l'horrible tache de sang sur le sol. « Je ne pense pas que cela puisse être la faute du détergent Paragon, » a déclaré Washington, « car je l'ai essayé avec tout. Ce doit être le fantôme. » Il effaça donc la tache une seconde fois, mais le deuxième matin, elle réapparut. Le troisième matin, il était également là, bien que la nuit la bibliothèque ait été fermée à clé par M. Otis lui-même et que la clé ait été portée à l'étage. Toute la famille était maintenant très intéressée. M. Otis commença à soupçonner qu'il avait été trop dogmatique dans sa négation de l'existence des fantômes. Madame Otis exprima son intention de rejoindre la Psychical Society, et Washington prépara une longue lettre à messieurs Myers et Podmore au sujet de l'existence des fantômes. Permanence des taches sanguines lorsqu'elles sont liées au crime. Cette nuit-là, tous les doutes sur l'existence objective des fantasmes furent définitivement levés. La journée avait été chaude et ensoleillée, et, dans la fraîcheur du soir, toute la famille sortit en voiture. Ils ne rentrèrent chez eux qu'à 9 heures, lorsqu'ils eurent un léger souper. La conversation ne tournait en aucun cas vers des fantômes, de sorte qu'il n'y avait même pas ces conditions primaires d'attente réceptive qui précèdent si souvent la présentation des phénomènes psychiques. Les sujets discutés, comme je l'ai appris depuis 2 thèmes. Otis, étaient simplement ceux qui forment la conversation ordinaire des Américains cultivés de la classe supérieure, comme l'immense supériorité de Miss Fanny Davenport sur Sarah Bernhardt en tant qu'actrice. La difficulté de se procurer du maïs vert, des galettes de sarrasin et du hominy, même dans les meilleures maisons anglaises. L'importance de Boston dans le développement de l'âme du monde, les avantages du système de contrôle des bagages dans les voyages ferroviaires, et la douceur de l'accent new-yorkais par rapport à l'accent traînant de Londres. Aucune mention du surnaturel n'a été faite, ni Sir Simon de Canterville d'aucune manière. À 11 heures, la famille se retira et, à 1h30, toutes les lumières étaient éteintes. Quelque temps après, M. Otis fut réveillé par un bruit curieux dans le couloir, à l'extérieur de sa chambre. Cela ressemblait à un cliquetis de métal et semblait se rapprocher à chaque instant. Il se leva aussitôt, alluma une allumette et regarda l'heure. Il était exactement 1h. Il était tout à fait calme et tâtait son pouls, qui n'était pas du tout fébrile. Le bruit étrange continuait toujours, et il entendait distinctement un bruit de pas. Il enfila ses pantoufles, sortit de sa trousse une petite fiole oblongue et ouvrit la porte.
Juste en face de lui, il aperçut, dans le clair de lune, un vieil homme à l'aspect terrible. Ses yeux étaient comme des charbons rouges ardents. De longs cheveux gris tombaient sur ses épaules en boucles emmêlées. Ses vêtements, de coupe antique, étaient sales et en lambeaux, et à ses poignets et à ses chevilles pendaient de lourdes menottes et des givres rouillées. « Mon cher monsieur, dit M. Otis, je dois vraiment insister pour que vous graissiez ces chaînes, et je vous ai apporté à cet effet une petite bouteille de lubrifiant Tammany Rising Sun. On dit qu'il est complètement efficace dès une seule application, et il existe plusieurs témoignages à cet effet sur l'emballage de la part de certains de nos religieux indigènes les plus éminents. Je vous le laisserai ici, près des bougies de la chambre, et je serai heureux de vous en fournir davantage si vous en avez besoin. » Sur ces mots, le ministre des États-Unis déposa la bouteille sur une table de marbre et, fermant sa porte, se retira pour se reposer. Pendant un instant, le fantôme de Canterville resta immobile, dans une indignation naturelle. Puis, jetant violemment la bouteille sur le parquet ciré, il s'enfuit dans le couloir en poussant des gémissements sourds et en émettant une épouvantable lumière verte. Cependant, alors qu'il atteignait le haut du grand escalier en chêne, une porte s'ouvrit brusquement, deux petites silhouettes en robe blanche apparurent et un grand oreiller siffla devant sa tête. Il n'y avait évidemment pas de temps à perdre, alors, adoptant à la hâte la 4e dimension de l'espace comme moyen de s'échapper, il disparut à travers les lambris et la maison devint tout à fait silencieuse. En atteignant une petite chambre secrète dans l'aile gauche, il s'appuya contre un rayon de lune pour reprendre son souffle et commença à essayer de comprendre sa position. Jamais, au cours d'une carrière brillante et ininterrompue de 300 ans, il n'avait été aussi grossièrement insulté. Il pensait à la duchesse douairière, qu'il avait effrayée alors qu'elle se tenait devant le verre, vêtue de dentelles et de diamants. Des 4 femmes de chambre, qui étaient devenues hystériques lorsqu'il se contentait de leur sourire à travers les rideaux d'une des chambres d'amis, du recteur de la paroisse, dont il avait soufflé la bougie alors qu'il revenait tard dans la nuit de la bibliothèque, et qui était depuis lors sous la garde de Sir William Gull, parfait martyr des troubles nerveux, et de la vieille madame de Tremouillac, qui, s'étant réveillée un matin de bonne heure et ayant vu un squelette assis dans un fauteuil près du feu en train de lire son journal, était alitée depuis 6 semaines avec un accès de fièvre cérébrale. Et, sur elle guérison, s'était réconciliée avec l'Église et avait rompu ses liens avec ce sceptique notoire Monsieur de Voltaire. Il se souvint de la terrible nuit où le méchant Lord Canterville avait été retrouvé étouffé dans sa loge, avec le valet de diamant à mi-chemin dans la gorge, et avoua, juste avant de mourir, qu'il avait trompé Charles James Fox de 50 000 livres sterling chez Crockford au moyen de cette même carte, et jura que le fantôme lui avait fait avaler. Toutes ces grandes réussites lui revenaient, depuis le majordome qui s'était suicidé dans le garde-manger parce qu'il avait vu une main verte taper sur la vitre, jusqu'à la belle Lady Stutfield, qui était toujours obligée de porter un bandeau de velours noir autour de lui, sa gorge pour cacher la marque de 5 doigts brûlés sur sa peau blanche, et qui se noya enfin dans la mare aux carpes au bout de l'allée du roi. Avec l'égoïsme enthousiaste du véritable artiste, il passa en revue ses performances les plus célèbres et sourit amèrement en se rappelant sa dernière apparition dans Red Ruban, or The Strangled Babe, ses débuts dans Gaunt Gibeon, The Blood Connard de Bexleymoor, et la fureur qu'il avait excitée un beau soir de juin en jouant simplement aux quilles avec ses propres os sur le terrain de tennis. Et après tout cela, de misérables Américains modernes allaient venir lui offrir le Rising Sun Lubricator et lui jeter des oreillers à la tête. C'était assez insupportable. D'ailleurs, aucun fantôme dans l'histoire n'avait jamais été traité de cette manière. En conséquence, il résolut de se venger et resta jusqu'au jour dans une attitude de profonde réflexion. Chapitre 3. Le lendemain matin, lorsque la famille Otis s'est réunie au petit déjeuner, ils ont longuement discuté du fantôme. Le ministre des États-Unis fut naturellement un peu contrarié de constater que son cadeau n'avait pas été accepté. « Je n'ai aucune envie, dit-il, de faire du mal au fantôme, et je dois dire que, compte tenu du temps qu'il a passé dans la maison, je ne pense pas du tout qu'il soit poli de jeter des oreillers. » Une remarque très juste à laquelle, je suis désolé de le dire, les jumeaux éclatèrent de rire. D'un autre côté, poursuivit-il, s'il refuse vraiment d'utiliser le lubrifiant soleil levant, nous devrons lui retirer ses chaînes. Il serait tout à fait impossible de dormir, avec un tel bruit à l'extérieur des chambres. Cependant, pendant le reste de la semaine, ils ne furent pas dérangés. La seule chose qui attirait l'attention était le renouvellement continu de la tache de sang sur le sol de la bibliothèque. C'était certainement très étrange, car la porte était toujours verrouillée la nuit par M. Otis et les fenêtres étroitement grillagées. La couleur caméléon de la tache a également suscité de nombreux commentaires. Certains matins, c'était d'un rouge terne, presque indien, puis c'était du vermillon, puis d'un violet riche, et un jour, alors qu'il descendait pour les prières familiales, selon les rites simples de l'église épiscopalienne réformée américaine libre, ils trouvèrent que c'était un vert émeraude brillant. Ces changements kaléidoscopiques ont naturellement beaucoup amusé la fête et les paris sur le sujet ont été librement effectués chaque soir. La seule personne qui n'entrait pas dans la plaisanterie était la petite Virginie, qui, pour une raison inexpliquée, était toujours très affligée à la vue de la tache de sang et faillit pleurer le matin où elle était vert émeraude.
La deuxième apparition du fantôme a eu lieu dimanche soir. Peu après s'être couchés, ils furent soudainement alarmés par un fracas effrayant dans le couloir. Se précipitant en bas, ils découvrirent qu'une grande armure ancienne s'était détachée de son support et était tombée sur le sol en pierre, tandis que, assis sur une chaise à haut dossier, se tenait le fantôme de Canterville, se frottant les genoux avec une expression de douleur aiguë. Agonie sur son visage. Les jumeaux, ayant amené avec eux leur tire-poids, lui tirèrent aussitôt 2 balles avec cette précision de visée qui ne peut être atteinte que par un entraînement long et minutieux sur un maître d'écriture, tandis que le ministre des États-Unis le couvrait de son revolver et lui a demandé, conformément à l'étiquette californienne, de lever les mains. Le fantôme sursauta avec un cri de rage sauvage et les parcourut comme une brume, éteignant la bougie de Washington Otis sur son passage, les laissant ainsi tous dans l'obscurité totale. En arrivant en haut de l'escalier, il se reprit et résolut de lancer son célèbre éclat de rire démoniaque. Il avait trouvé cela à plusieurs reprises extrêmement utile. On disait que cela avait rendu grise la perruque de Laura Kerr en une seule nuit et avait certainement incité 3 des gouvernantes françaises de Lady Canterville à avertir avant la fin de leur mois. Il rit donc de son rire le plus horrible, jusqu'à ce que le vieux toit voûté sonne et sonne encore. Mais à peine l'écho effrayant s'était-il éteint lorsqu'une porte s'ouvrit et Madame Otis sortit en robe de chambre bleu clair. « Je crains que vous ne vous sentiez pas bien, » dit-elle, « et je vous ai apporté une bouteille de teinture du docteur Dobell. S'il s'agit d'une indigestion, vous trouverez que c'est un excellent remède. » Le fantôme la regarda avec fureur et commença aussitôt à se préparer à se transformer en un grand chien noir, un exploit pour lequel il était à juste titre célèbre et auquel le médecin de famille attribuait toujours l'idiotie permanente de l'oncle de Lord Canterville, le long Thomas Horton. Le bruit des pas qui s'approchaient, cependant, le fit hésiter dans son projet. Alors il se contenta de devenir légèrement phosphorescent et disparut avec un profond gémissement de cimetière, juste au moment où les jumeaux s'approchaient de lui. En arrivant dans sa chambre, il s'effondra complètement et fut en proie à la plus violente agitation. La vulgarité des jumeaux et le matérialisme grossier de Madame Otis étaient naturellement extrêmement ennuyeux. Mais ce qui l'affligeait le plus était qu'il n'avait pas pu porter la cotte de maille. Il avait espéré que même les Américains modernes seraient ravis à la vue d'un spectre en armure, ne serait-ce que pour des raisons plus sensées, du moins par respect pour leur poète national Longfellow, dont il avait lui-même passé maintes heures à écouter la poésie gracieuse et attrayante. Heures fatigantes où les Canterville étaient en ville. En plus, c'était son propre costume. Il l'avait porté avec beaucoup de succès lors du tournoi de Kenilworth et avait reçu de nombreux compliments de la part de la Reine Vierge elle-même. Pourtant, lorsqu'il avait enfilé, il avait été complètement accablé par le poids de l'énorme cuirasse et du casque d'acier, et était tombé lourdement sur le trottoir de pierre, aboyant violemment ses 2 genoux et se blessant les jointures de sa main droite. Pendant quelques jours après cela, il fut extrêmement malade et ne sortit presque pas de sa chambre, sauf pour entretenir la tache de sang. Cependant, en prenant grand soin de lui-même, il se rétablit et résolut de faire une 3e tentative pour effrayer le ministre des États-Unis et sa famille. Il choisit le vendredi 17 août pour sa comparution et passa la majeure partie de cette journée à examiner sa garde-robe, pour finalement se décider en faveur d'un grand chapeau ample à plumes rouges, d'un suaire à volant au poignet et au cou, et un poignard rouillé. Vers le soir, une violente tempête de pluie tomba, et le vent était si fort que toutes les fenêtres et portes de la vieille maison tremblaient et tremblaient. En fait, c'était exactement le temps qu'il aimait. Sun plan de action etate le suivant. Il devait se diriger tranquillement vers la chambre de Washington Otis, bavarder sur lui depuis le pied du lit et se poignarder 3 fois à la gorge au son d'une musique basse. Il en voulait particulièrement à Washington, sachant bien que c'était lui qui avait l'habitude d'enlever la fameuse tache de sang de Canterville, au moyen du détergent Paragon de Pinkerton. Après avoir réduit le jeune téméraire et téméraire à un état de terreur abjecte, il devait ensuite se rendre dans la pièce occupée par le ministre des États-Unis et son épouse, et là, poser une main moite sur le front de Madame Otis, pendant qu'il sifflait dans sa bouche. L'oreille tremblante du mari les terribles secrets du charnier. Quant à la petite Virginie, il n'était pas encore tout à fait décidé. Elle ne l'avait jamais insulté en aucune façon et était jolie et douce. Quelques gémissements surprovenant de l'armoire, pensa-t-il, seraient plus que suffisants, ou, si cela ne parvenait pas à la réveiller, il pourrait s'agripper à la couverture avec des doigts paralysés. Quant aux jumeaux, il était bien déterminé à leur donner une leçon. La première chose à faire était, bien entendu, de s'asseoir sur la poitrine, de manière à produire la sensation étouffante d'un cauchemar. Puis, comme leur lit était tout près l'un de l'autre, se tenir entre eux sous la forme d'un cadavre vert et glacial, jusqu'à ce qu'ils deviennent paralysés de peur, et enfin, jeter le suaire et ramper dans la chambre, avec des os blancs et blanchis et un œil qui roule, dans le personnage de Dump Daniel, hors the Suicide Skeleton. Un rôle dans lequel il a produit à plusieurs reprises un grand effet, et qu'il considérait tout à fait égal à son célèbre rôle de Martin le Maniaque ou le Mystère Masqué. À 10h30, il entendit la famille se coucher. Pendant quelque temps, il fut troublé par les éclats de rire sauvages des jumeaux qui, avec la gaieté légère des écoliers, s'amusaient évidemment avant de se coucher, mais à 11h15,
tout était calme, et, comme minuit sonna, il sortit. La chouette frappait contre les vitres, le corbeau coassait du vieil if, et le vent errait en gémissant autour de la maison comme une âme perdue. Mais la famille Otis dormait inconsciente de son sort, et bien au-dessus de la pluie et de la tempête, il pouvait entendre les ronflements constants du ministre des États-Unis. Il sortit furtivement des lambris, avec un sourire méchant sur sa bouche cruelle et ridée, et la lune cacha son visage dans un nuage alors qu'il passait furtivement devant le Grand Oriel, où ses propres armes et celles de sa femme assassinée étaient blasonnées. Azur et or, il glissait encore et encore, comme une ombre maléfique, les ténèbres même semblant le détester à son passage. Une fois, il crut entendre quelque chose appeler et s'arrêta. Mais ce n'était que l'aboiement d'un chien de la ferme rouge, et il continuait en marmonnant d'étranges malédictions du XVIe siècle, et en brandissant de temps en temps le poignard rouillé dans l'air de minuit. Finalement, il atteignit le coin du passage qui menait à la chambre du malheureux Washington. Il s'arrêta un moment, le vent soulevant ses longues mèches grises autour de sa tête et tordant en plis grotesques et fantastiques l'horreur sans nom du linceul du mort. Puis l'horloge sonna le quart, et il sentit que l'heure était venue. Il rit intérieurement et tourna au coin. Mais à peine l'eut-il fait que, avec un lamentable cri de terreur, il tomba en arrière et cacha son visage blanchi dans ses longues mains osseuses. Juste devant lui se tenait un spectre horrible, immobile comme une image sculptée et monstrueux comme le rêve d'un fou. Sa tête était chauve et brunie, sa face est ronde, grasse et blanche, et un rire hideux semblait avoir tordu ses traits en un sourire éternel. Des yeux sortaient des rayons de lumière écarlate, la bouche était un large puits de feu, et un vêtement hideux, semblable au sien, enveloppait de ces neiges silencieuses la forme du titan. Sur sa poitrine se trouvait une pancarte avec d'étranges écritures en caractères antiques, quelques rouleaux de honte, semble-t-il, quelques récits de péchés sauvages, quelque horrible calendrier du crime, et, de la main droite, il portait en l'air un fauchon d'acier brillant. N'ayant jamais vu de fantôme auparavant, il fut naturellement terriblement effrayé et, après un second coup d'œil précipité à l'horrible fantôme, il s'enfuit dans sa chambre, trébuchant dans son ossuaire alors qu'il filait à toute vitesse dans le couloir, et finit par tomber. Le poignard rouillé dans les bottes du ministre, où il fut trouvé le matin par le majordome. Une fois dans l'intimité de son appartement, il se jeta sur un petit lit paillasse et cacha son visage sous les vêtements. Au bout d'un certain temps, cependant, le brave vieux esprit de Canterville s'affirma, et il résolut d'aller parler à l'autre fantôme dès qu'il ferait jour. En conséquence, juste au moment où l'aube touchait les collines d'argent, il retourna vers l'endroit où il avait posé pour la première fois les yeux sur le sinistre fantôme, sentant qu'après tout, 2 fantômes valaient mieux qu'un, et qu'avec l'aide de son nouvel ami, il pourrait en toute sécurité affronter les jumeaux. Cependant, en arrivant sur place, un spectacle terrible se présenta à son regard. De toute évidence, quelque chose était arrivé au spectre, car la lumière avait entièrement disparu de ses yeux creux, le fauchon brillant était tombé de sa main et il était appuyé contre le mur dans une attitude tendue et inconfortable. Il se précipita et le saisit dans ses bras, quand, à sa grande horreur, la tête glissa et roula sur le sol. Le corps prit une posture couchée, et il se retrouva à serrer un rideau de lit en dimiti blanc, avec une brosse, un accoupret de cuisine et un avec reposé à ses pieds. Incapable de comprendre cette curieuse transformation, il saisit la fiche avec une hâte fébrile, et là, dans la lumière grise du matin, il lut ces mots effrayants, Y-E-O-T fantôme. Je only true et originale spook. Méfiez-vous des imitations. Tous les autres sont des contrefaçons. Tout cela lui traversa l'esprit. Il avait été trompé, déjoué et trompé. Le vieux regard de Canterville lui apparut dans les yeux. Il broyait ses gencives édentées ensemble. Et, levant ses mains desséchées bien au-dessus de sa tête, il jura, selon la phraséologie pittoresque de l'école antique, que lorsque Chanticleer aurait sonné 2 fois de son joyeux corps, des actes de sang seraient accomplis et le meurtre marcherait d'un pas silencieux. À peine avait-il fini cet affreux serment que, du toit de tuiles rouges d'une ferme lointaine, un coq monte. Il eut un rire long, bas et amer, et attendit. Heure après heure, il attendait, mais le coq, pour une raison étrange, ne chantait plus. Enfin, à 7h30, l'arrivée des femmes de chambre lui fit abandonner sa vigile effrayante, et il retourna à sa chambre, pensant à son vain serment et à son projet déjoué. Là, il consulta plusieurs livres de chevalerie ancienne, qu'il aimait extrêmement, et constata que, chaque fois que ce serment avait été utilisé, Chanticleer avait toujours chanté une seconde fois. « La perdition s'empare de ce vilain oiseau, murmura-t-il, j'ai vu le jour où, avec ma forte lance, je l'aurais lancé à travers la gorge et l'aurais fait chanter pour moi jusqu'à la mort. » Il se retira ensuite dans un confortable cercueil en plomb et y resta jusqu'au soir. Chapitre 4. Le lendemain, le fantôme était très faible et fatigué. La terrible excitation des 4 dernières semaines commençait à produire son effet. Ses nerfs étaient complètement brisés et il sursautait au moindre bruit. Pendant 5 jours, il garda sa chambre et se décida enfin à abandonner la tache de sang sur le sol de la bibliothèque. Si la famille Otis n'en voulait pas, elle ne le méritait clairement pas. Il s'agissait manifestement de personnes vivant sur un plan d'existence matériel et bas,
et tout à fait incapable d'apprécier la valeur symbolique des phénomènes sensoriels. La question des apparitions fantasmatiques et du développement des corps astraux était bien entendu une toute autre affaire et ne dépendait en réalité pas de son contrôle. C'était son devoir solennel de paraître dans le couloir une fois par semaine et de bavarder depuis le Grand Oriel le premier et le troisième mercredi de chaque mois, et il ne voyait pas comment il pourrait honorablement se soustraire à ses obligations. Il est vrai que sa vie avait été très mauvaise, mais, d'un autre côté, il était très consciencieux dans tout ce qui touchait au surnaturel. Les 3 samedis suivants, il parcourut donc le couloir comme d'habitude entre minuit et 3 heures, prenant toutes les précautions possibles pour ne pas être entendu ni vu. Il ôta ses bottes, marcha le plus légèrement possible sur les vieilles planches vermoulues, portait un grand manteau de velours noir et prenait soin d'utiliser le lubrifiant soleil levant pour huiler ses chaînes. Je dois reconnaître que ce fut avec beaucoup de difficulté qu'il se résolut à adopter ce dernier mode de protection. Cependant, un soir, alors que la famille dînait, il s'est glissé dans la chambre de M. Otis et a emporté la bouteille. Il s'est senti un peu humilié au début, mais a ensuite été assez raisonnable pour voir qu'il y avait beaucoup à dire sur l'invention et, dans une certaine mesure, cela a servi son objectif. Malgré tout, il n'est pas resté indemne. Des ficelles étaient continuellement tendues à travers le couloir, dans lequel il trébucha dans l'obscurité, et à une occasion, alors qu'il était habillé pour le rôle de Black Isaac ou le chasseur de Hogley Woods, il tomba gravement en piétinant. Un toboggan à beurre que les jumeaux avaient construit depuis l'entrée de la salle des tapisseries jusqu'au sommet de l'escalier en chêne. Cette dernière insulte l'a tellement mis en colère qu'il a décidé de faire un dernier effort pour affirmer sa dignité et sa position sociale, et a décidé de rendre visite aux jeunes insolents d'Étoniens la nuit suivante dans son célèbre personnage de Rupert Téméraire, ou le Comte sans tête. N'était pas apparu sous ce déguisement depuis plus de 70 ans. En fait, ce n'est pas depuis qu'il a si effrayé la jolie Lady Barbara Modish qu'elle a brusquement rompu ses fiançailles avec le grand-père de l'actuel Lord Canterville et s'est enfuie à Gretna Green avec le beau Jack Castletown, déclarant que rien au monde ne le ferait. L'incitait à se marier dans une famille qui permettait à un si horrible fantôme de se promener sur la terrasse au crépuscule. Le pauvre Jack fut ensuite fusillé en duel par Lord Canterville sur Wandsworth Common, et Lady Barbara mourut d'un cœur brisé à Tunbridge Wells avant la fin de l'année. Donc, à tous égards, cela avait été un grand succès. Il s'agissait cependant d'une reconstitution extrêmement difficile, si je peux utiliser une expression aussi théâtrale à propos de l'un des plus grands mystères du surnaturel, pour employer un terme plus scientifique, du monde naturel supérieur, et il lui fallut 3 bonnes heures pour faire ses préparatifs. Enfin, tout était prêt et il était très content de son apparence. Les grosses bottes de cuir qui allaient avec la robe étaient juste un peu trop grandes pour lui, et il ne put trouver qu'un des 2 pistolets à cheval. Mais, dans l'ensemble, il fut assez satisfait, et à 1h15 il sortit des lambris et se glissa dans le couloir. En arrivant dans la chambre occupée par les jumeaux, qui, je dois le préciser, s'appelait la chambre bleue, à cause de la couleur de ses tentures, il trouva la porte entr'ouverte. Voulant faire une entrée efficace, il l'ouvrit grand, lorsqu'une lourde cruche d'eau tomba sur lui, le mouillant jusqu'aux os, et manquant de peu son épaule gauche de quelques centimètres. Au même instant, il entendit des éclats de rire étouffés venant du lit à baldaquin. Le choc sur son système nerveux fut si grand qu'il retourna dans sa chambre aussi vite qu'il le pouvait, et le lendemain il fut alité avec un grave rhume. La seule chose qui le consolait dans toute cette affaire, c'était le fait qu'il n'avait pas apporté sa tête avec lui, car s'il l'avait fait, les conséquences auraient pu être très graves. Il renonça alors à tout espoir d'effrayer un jour cette grossière famille américaine, et se contenta, en règle générale, de se promener dans les passages en pantoufles, un épais cache-nez rouge autour de la gorge pour craindre les courants d'air, et une petite arquebuse pour éviter les courants d'air. Dans ce cas, il devrait être attaqué par les jumeaux. Le coup final qu'il reçut eut lieu le 19 septembre. Il était descendu dans le grand hall d'entrée, sûr que là, en tout cas, il ne serait pas inquiété, et s'amusait à faire des remarques satiriques sur les grandes photographies saronies du ministre des États-Unis et de sa femme, qui avaient été publiées. Maintenant remplaçaient les photos de la famille Canterville. Il était simplement mais proprement vêtu d'un long linceul taché de moisissures de cimetière, avait attaché sa mâchoire avec une bande de lin jaune et portait une petite lanterne et une bêche de sacristain. En fait, il était habillé pour le personnage de Jonas le sans-tombe ou le voleur de cadavres de Chertsey Barn, l'une de ses imitations les plus remarquables et dont les Canterville avaient toutes les raisons de se souvenir, car c'était la véritable origine de leur querelle avec leur voisin, Lord Rufford. Il était environ 2h15 du matin et, d'après ce qu'il put constater, personne ne bougeait. Cependant, alors qu'il se dirigeait vers la bibliothèque, pour voir s'il restait des traces de la tache de sang, soudain, d'un coin sombre, 2 silhouettes surgirent sur lui, qui agitèrent sauvagement leurs bras au-dessus de leur tête et crièrent « Huez !» à son oreille. Pris d'une panique qui, dans ces circonstances, était tout à fait naturelle, il se précipita vers l'escalier, mais trouva Washington Otis qui l'Y attendait avec la grande seringue de jardin. Et étant ainsi encerclé par ses ennemis de tous côtés et poussé presque aux abois, il disparut dans le grand poêle en fer, qui, heureusement pour lui, n'était pas allumé, et dut rentrer chez lui par les conduits et les cheminées, arrivant dans sa propre chambre dans un état terrible de saleté,
de désordre et de désespoir. Après cela, il n'a plus été revu lors d'aucune expédition nocturne. Les jumeaux l'attendirent à plusieurs reprises et jonchèrent chaque nuit les passages de coquilles de noix, aux grandes dames de leurs parents et des domestiques, mais en vain. Il était évident que ses sentiments étaient si blessés qu'il ne voulait pas se présenter. Otis reprit donc son grand travail sur l'histoire du Parti démocrate, auquel il s'était engagé depuis quelques années. Madame Otis a organisé un merveilleux plat de palourdes qui a émerveillé tout le comté. Les garçons se sont mis à la crosse, à l'euchre, au poker et à d'autres jeux nationaux américains. Et Virginia parcourait les ruelles sur son poney, accompagnée du jeune duc de Cheshire, venu passer la dernière semaine de ses vacances à Canterville Chase. On croyait généralement que le fantôme avait disparu et, en fait, Otis écrivit une lettre à cet effet à Lord Canterville, qui, en réponse, exprima son grand plaisir de cette nouvelle et envoya ses meilleures félicitations au ministre. Une digne épouse. Les Otis, cependant, furent trompés, car le fantôme était toujours dans la maison, et bien que maintenant presque invalide, il n'était en aucun cas prêt à laisser les choses en paix. D'autant plus qu'il apprit que parmi les invités se trouvait le jeune duc de Cheshire, dont grand-oncle, Lord Francis Tilton, avait parié une fois sanguiné avec le colonel Carbury qu'il jouerait au dé avec le fantôme de Canterville, et fut retrouvé le lendemain matin allongé sur le sol de la salle de jeu dans un état de paralysie si impuissant que bien qu'il ait vécu jusqu'à un âge avancé, il n'a jamais pu dire autre chose que « double six ». L'histoire était bien connue à l'époque, bien que, bien sûr, par respect pour les sentiments des deux familles nobles, chacun a tenté de l'étouffer. Et un compte rendu complet de toutes les circonstances qui y sont liées se trouvera dans le 3e volume des souvenirs de Lord Tattle sur le prince régent et ses amis. Le fantôme était donc naturellement très soucieux de montrer qu'il n'avait pas perdu son influence sur les Stilton, avec lesquels il entretenait d'ailleurs des relations lointaines, son propre cousin germain ayant été marié en secondes noces au sieur de Bulkeley, dont, comme chacun le sait, les ducs de Cheshire descendent en ligne droite. En conséquence, il a pris des dispositions pour apparaître au petit amant de Virginia dans sa célèbre imitation du moine vampire ou du bénédictin sans sang, une performance si horrible que lorsque la vieille Lady Startup l'a vue, ce qu'elle a fait lors d'un fatal réveillon du Nouvel An, en 1764, elle poussa les cris les plus perçants, qui culminèrent en une violente apoplexie et mourut en 3 jours, après avoir déshérité les Canterville, qui étaient ses plus proches parents, et avoir laissé tout son argent à son apothicaire de Londres. Mais au dernier moment, la terreur des jumeaux l'empêcha de quitter sa chambre, et le petit duc dormit en paix sous le grand dé de plumes de la chambre royale et rêva de Virginie. Chapitre 5. Quelques jours après, Virginia et son cavalier aux cheveux bouclés allèrent à cheval dans les prés de Brockley, où elle déchira si violemment son habit en traversant une haie qu'à leur retour chez elle, elle se résolut à partir par l'escalier de service pour ne pas être vue. Tandis qu'elle courait devant la salle des tapisseries, dont la porte se trouvait être ouverte, elle crut apercevoir quelqu'un à l'intérieur. Et pensant que c'était la servante de sa mère, qui y apportait parfois son ouvrage, elle entra pour lui demander de le raccommoder. Son habitude. Mais à sa grande surprise, c'était le fantôme de Canterville lui-même. Il était assis près de la fenêtre, regardant l'or ruiné des arbres jaunis voler dans les airs et les feuilles rouges danser follement sur la longue avenue. Sa tête reposait sur sa main et toute son attitude était celle d'une extrême dépression. En effet, il paraissait si désespéré et si délabré que la petite Virginie, dont la première idée avait été de s'enfuir et de s'enfermer dans sa chambre, était pleine de pitié et déterminée à essayer de le réconforter. Ses pas étaient si légers et sa mélancolie si profonde qu'il ne se rendit compte de sa présence que lorsqu'elle lui parla. « Je suis vraiment désolée pour vous, dit-elle, mais mes frères rentrent à Eton demain, et alors, si vous vous tenez bien, personne ne vous ennuiera. »« C'est absurde de me demander de bien me tenir, » répondit-il en regardant avec étonnement la jolie petite fille qui avait osé lui parler, « tout à fait absurde. Je dois secouer mes chaînes, gémir à travers les trous de serrure et me promener la nuit, si c'est ce que tu veux dire. C'est ma seule raison d'exister. Ce n'est aucune raison pour exister, et vous savez que vous avez été très méchant. Madame Humney nous a dit, le premier jour de notre arrivée ici, que vous aviez tué votre femme. Eh bien, je l'admets tout à fait, dit le fantôme avec irritabilité, mais c'était une affaire purement familiale et ne concernait personne d'autre. C'est très mal de tuer qui que ce soit, a déclaré Virginia, qui avait parfois une douce gravité puritaine, héritée d'un vieil ancêtre de la Nouvelle-Angleterre. Oh, je déteste la sévérité bon marché de l'éthique abstraite. Ma femme était très simple, mes fraises n'étaient jamais bien empesées et ne connaissaient rien à la cuisine. Eh bien, il y avait un chevreuil que j'avais abattu à Ogley Woods, un magnifique piquet, et savez-vous comment elle l'a fait monter à table? Cependant, cela n'a plus d'importance maintenant, car tout est fini, et je ne pense pas que ce soit très gentil de la part de ses frères de me faire mourir de faim, même si je l'ai tué. Vous mourrez de faim? O.M. Ghost, J. Verdire Sir Simon. Avez-vous faim? J'ai un sandwich dans mon cas. L'aimerais-tu? Non, merci, je ne mange plus rien maintenant. Mais c'est tout de même très gentil de votre part, et vous êtes bien plus gentil que le reste de votre horrible, grossière, vulgaire et malhonnête famille. Arrêt.
s'écria Virginie en frappant du pied, c'est vous qui êtes grossière, horrible et vulgaire. Et quant à la malhonnêteté, vous savez que vous avez volé les peintures de ma boîte pour essayer de retaper cette ridicule tache de sang dans la bibliothèque. D'abord tu as pris tous mes rouges, y compris le vermillon, et je ne pouvais plus faire de coucher de soleil, puis tu as pris le vert émeraude et le jaune chrome, et finalement il ne me restait plus que l'indigo et le blanc de Chine, et je ne pouvais que faire des scènes au clair de lune, toujours déprimantes à regarder, et pas du tout faciles à peindre. Je ne vous ai jamais dénoncé, même si j'étais très ennuyé et tout cela était des plus ridicules. Car qui a jamais entendu parler du sang vert émeraude? Eh bien, vraiment, dit le fantôme plutôt docilement, que devais-je faire? Il est très difficile d'obtenir du vrai sang de nos jours, et comme votre frère a tout commencé avec son détergent Paragon, je ne voyais certainement aucune raison pour laquelle je n'aurais pas vos peintures. Quant à la couleur, c'est toujours une affaire de goût. Les Canterville ont le sang bleu, par exemple, le plus bleu d'Angleterre. Mais je sais que vous, les Américains, vous n'aimez pas ce genre de choses. Vous n'y connaissez rien, et la meilleure chose que vous puissiez faire est d'émigrer et d'améliorer votre mental. Mon père ne sera que trop heureux de vous donner un passage gratuit. Et bien qu'il y ait de lourdes taxes sur les spiritueux de toutes sortes, il n'y aura aucune difficulté à la douane, car les officiers sont tous démocrates. Une fois à New York, vous êtes assuré de connaître un grand succès. Je connais beaucoup de gens là-bas qui donneraient 100 000 $ pour avoir un grand-père, et bien plus encore pour avoir un fantôme de famille. Je ne pense pas que je devrais aimer l'Amérique. Je suppose que c'est parce que nous n'avons ni ruine ni curiosité, a déclaré Virginia d'un ton satirique. Pas de ruine, pas de curiosité, répondit le fantôme, vous avez votre marine et vos manières. Bonne soirée. Je vais aller demander à papa d'offrir aux jumeaux une semaine de vacances supplémentaires. S'il vous plaît, ne partez pas, Miss Virginia, cria-t-il. Je suis si seule et si malheureuse, et je ne sais vraiment pas quoi faire. Je veux m'endormir et je ne peux pas. C'est assez absurde. Il vous suffit d'aller vous coucher et de souffler la bougie. Il est parfois très difficile de rester éveillé, surtout à l'église, mais il n'y a aucune difficulté pour dormir. Eh bien, même les bébés savent comment faire ça, et ils ne sont pas très intelligents. Je n'ai pas dormi depuis 300 ans, dit-il tristement, et les beaux yeux bleus de Virginia s'ouvrirent d'émerveillement. Depuis 300 ans, je n'ai pas dormi et je suis si fatiguée. Virginie devint toute grave, et ses petites lèvres tremblaient comme des feuilles de rose. Elle s'approcha de lui et, s'agenouillant à ses côtés, elle leva les yeux vers son vieux visage flétri. « Pauvre, pauvre fantôme !» murmura-t-elle, « tu n'as pas d'endroit où dormir. » Au-delà des pinèdes, répondit-il d'une voix basse et rêveuse, il y a un petit jardin. Là l'herbe pousse longue et profonde, là se trouvent les grandes étoiles blanches de la fleur de pruche, là le rossignol chante toute la nuit. Toute la nuit, il chante, et la lune froide et cristalline regarde vers le bas, et l'if étend ses bras géants sur les dormeurs. Les yeux de Virginia s'assombrirent de larmes et elle cacha son visage dans ses mains. « Tu veux dire le jardin de la mort ?» murmura-t-elle. « Oui, la mort. La mort doit être si belle. » S'allonger dans la douce terre brune, avec les herbes ondulant au-dessus de sa tête, et écouter le silence. Ne pas avoir d'hier ni de lendemain. Oublier le temps, pardonner la vie, être en paix. Tu peux m'aider. Vous pouvez m'ouvrir les portes de la maison de la mort, car l'amour est toujours avec vous, et l'amour est plus fort que la mort. Virginie trembla, un frisson glacial la parcourut, et pendant quelques instants ce fut le silence. Elle avait l'impression de vivre un rêve terrible. Puis le fantôme reprit la parole, et sa voix ressemblait au soupir du vent. « Avez-vous déjà lu la vieille prophétie sur la fenêtre de la bibliothèque ?»« Oh, souvent !» s'écria la petite fille en levant les yeux. « Je le sais très bien. Il est peint avec de curieuses lettres noires et il est difficile à lire. Il n'y a que 6 lignes. Quand une jeune fille en or peut gagner la prière des lèvres du péché, quand l'amande stérile enfante et qu'un petit enfant donne ses larmes, alors toute la maison sera tranquille et la paix viendra à Canterville. Mais je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire, dit-il tristement, que tu dois pleurer avec moi pour mes péchés, parce que je n'ai pas de larmes, et prier avec moi pour mon âme, parce que je n'ai pas de foi. Et puis, si tu as toujours été doux, et bon et doux, l'ange de la mort aura pitié de moi. Vous verrez des formes effrayantes dans l'obscurité et des voix méchantes chuchoteront à votre oreille. Mais elles ne vous feront aucun mal, car contre la pureté d'un petit enfant, les puissances de l'enfer ne peuvent prévaloir. Virginia ne répondit pas, et le fantôme se tordit les mains dans un désespoir sauvage, alors qu'il baissait les yeux sur sa tête dorée inclinée. Tout à coup, elle se releva, très pâle, et avec une étrange lueur dans les yeux. « Je n'ai pas peur, » dit-elle fermement, « et je demanderai à l'ange d'avoir pitié de toi. » Il se leva de son siège avec un léger cri de joie, et, prenant sa main, il se pencha dessus avec une grâce démodée et la baisa. Ses doigts étaient froids comme de la glace et ses lèvres brûlaient comme du feu, mais Virginia ne faiblit pas tandis qu'il la conduisait à travers la pièce sombre. Sur la tapisserie vert décolorée étaient brodés de petits chasseurs. Ils soufflaient dans leurs cornes à pampilles et de leurs petites mains, lui faisaient signe de repartir. « Returner !» Petite Virginie,
criait-il, retourne-toi. Mais le fantôme lui serra la main plus fort et elle ferma les yeux. D'horribles animaux avec des queues de lézard et des yeux lunettes clignaient des yeux depuis la cheminée sculptée et murmuraient « Attention, petite Virginie, prends garde. Nous ne vous reverrons peut-être jamais. » Mais le fantôme glissait plus rapidement et Virginia n'écoutait pas. Lorsqu'ils atteignirent le bout de la pièce, il s'arrêta et marmonna quelques mots qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Elle ouvrit les yeux et vit le mur disparaître lentement comme une brume et une grande caverne noire devant elle. Un vent glacial les entourait et elle sentit quelque chose tirer sur sa robe. « Vite, vite !» s'écria le fantôme, ou il sera trop tard. Et, en un instant, les lambris se furent refermés derrière eux et la salle des tapisseries était vide. Chapitre 6. Environ 10 minutes plus tard, la cloche sonna pour le thé et, comme Virginia ne descendait pas, Madame Otis envoya un des valets de pied pour le lui dire. Peu de temps après, il revint et dit qu'il ne trouvait Miss Virginia nulle part. Comme elle avait l'habitude de sortir tous les soirs dans le jardin pour chercher des fleurs pour le dîner, Madame Otis ne fut pas du tout alarmée au début, mais quand 6 heures sonnèrent et que Virginia ne parut pas, elle devint vraiment agitée et a envoyé les garçons à sa recherche, tandis qu'elle-même et Monsieur Otis fouillaient chaque pièce de la maison. À 6h30, les garçons revinrent et dirent qu'ils ne trouvaient nulle part trace de leur sœur. Ils étaient tous maintenant dans le plus grand état d'excitation et ne savaient que faire. Lorsqu'M. Otis se rappela soudain que, quelques jours auparavant, il avait donné à une bande de bohémiens la permission de camper dans le parc. Il partit donc aussitôt pour Blackfellow Low, où il savait qu'il se trouvait, accompagné de son fils aîné et de 2 des domestiques de la ferme. Le petit duc de Cheshire, complètement fou d'anxiété, supplia avec insistance d'être autorisé à y aller aussi, mais M. Otis ne le lui permit pas, car il craignait qu'il n'y ait une bagarre. Mais en arrivant sur place, il constata que les bohémiens étaient partis. Et il était évident que leur départ avait été assez soudain, car le feu brûlait toujours et quelques assiettes gisaient sur l'herbe. Après avoir envoyé Washington et les 2 hommes parcourir le district, il courut chez lui et envoya des télégrammes à tous les inspecteurs de police du pays, leur disant de rechercher une petite fille enlevée par des clochards ou des gitans. Il ordonna ensuite de ramener son cheval, et après avoir insisté pour que sa femme et ses 3 garçons se mettent à table pour le dîner, il partit sur la route d'Ascot avec un palefrenier. Mais à peine avait-il parcouru quelques milles, qu'il entendit quelqu'un galoper après lui et, regardant autour de lui, il aperçut le petit duc qui arrivait sur son poney, le visage très rouge et sans chapeau. « Je suis terriblement désolé, monsieur Otis, » haleta le garçon, « mais je ne peux pas dîner tant que Virginia est perdue. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère contre moi. Si vous nous aviez laissé nous fiancer l'année dernière, il n'y aurait jamais eu tous ces ennuis. Vous ne me renverrez pas, n'est-ce pas? Je ne peux pas y aller. » Я не pas. Le ministre ne put s'empêcher de sourire au beau jeune époux et fut très touché de son dévouement envers Virginie. Alors, se penchant de son cheval, il lui tapota gentiment les épaules et dit « Eh bien, Cécile, si vous avez gagné. Je suppose que tu dois venir avec moi, mais je dois t'acheter un chapeau à Ascot. »« Oh, dérange mon chapeau. Je veux Virginie !» s'écria le petit duc en riant, et ils galopèrent jusqu'à la gare. Là, M. Otis demanda au chef de gare si quelqu'un répondant à la description de Virginia avait été vu sur le quai, mais il ne put avoir aucune nouvelle d'elle. Cependant, le chef de gare télégraphiait sur toute la ligne et l'assurait qu'une surveillance stricte serait exercée sur elle, et, après avoir acheté un chapeau pour le petit duc chez un marchand de linge, qui venait de poser son volet, M. Otis partit à cheval vers Bexley, un village à environ 4000 de là, qui, on lui a dit, était un repère bien connu des gitans, car il y avait une grande commune à côté. Ici, ils réveillèrent le policier rural, mais ne purent obtenir de lui aucune information et, après avoir parcouru toute la commune, ils tournèrent la tête avec leurs chevaux vers la maison et atteignirent la chasse vers 11h, morts de fatigue et presque le cœur. Cass. Ils trouvèrent Washington et les jumeaux les attendant à la guérite avec des lanternes, car l'avenue était très sombre. Pas la moindre trace de Virginie n'avait été découverte. Les bohémiens avaient été surpris dans les prés de Brockley, mais elle n'était pas avec eux, et ils avaient expliqué leur départ soudain en disant qu'ils s'étaient trompés sur la date de la foire de Shorton et qu'ils étaient partis précipitamment de peur d'être en retard. En effet, ils avaient été très affligés d'apprendre la disparition de Virginia, car ils étaient très reconnaissants envers M. Otis de leur avoir permis de camper dans son parc, et 4 d'entre eux étaient restés sur place pour aider aux recherches. L'étang à carpe avait été traîné et toute la chasse entièrement fouillée, mais sans aucun résultat. Il était évident que, cette nuit-là en tout cas, Virginie était perdue pour eux, et ce fut dans un état de dépression la plus profonde que M. Otis et les garçons se dirigèrent vers la maison, le palefrenier les suivant avec les 2 chevaux et le poney. Dans le hall, ils trouvèrent un groupe de domestiques effrayés, et allongée sur un canapé de la bibliothèque se trouvait la pauvre Madame Otis, presque folle de terreur et d'anxiété, et se faisant baigner le front avec de l'eau de Cologne par la vieille gouvernante. Monsieur Otis insista aussitôt pour qu'elle mange quelque chose et commanda un dîner pour toute la fête. C'était un repas mélancolique, car presque personne ne parlait,
et même les jumeaux étaient émerveillés et maîtrisés, car ils aimaient beaucoup leur sœur. Quand ils eurent fini, M. Otis, malgré les supplications du petit duc, leur ordonna à tous de se coucher, leur disant qu'il n'y avait plus rien à faire cette nuit-là, et qu'il télégraphierait le matin à Scotland Yard pour que des détectives s'en occupent. Être envoyés immédiatement. Au moment où ils sortaient de la salle à manger, minuit commença à sonner du haut de la tour de l'horloge, et quand le dernier coup retentit, ils entendirent un fracas et un cri soudain et aigu. Un terrible coup de tonnerre secoua la maison, une musique surnaturelle flotta dans l'air, un panneau en haut de l'escalier s'envola avec un grand bruit, et sortit sur le palier, très pâle et blanc, avec un petit cercueil. Dans sa main, Virginia fit un pas. En un instant, ils s'étaient tous précipités vers elle. Madame Otis la serra passionnément dans ses bras, le duc l'étouffa de violents baisers et les jumeaux exécutèrent une danse de guerre sauvage autour du groupe. Bont Divine. Mon enfant, où étais-tu ? Dit M. Otis, plutôt en colère, pensant qu'elle leur avait joué un tour stupide. Cécile et moi avons parcouru tout le pays à ta recherche, et ta mère est morte de peur. Vous ne devez plus jamais faire ces farces. Sauf sur le Ghost. Sauf sur le Ghost. Crièrent les jumeaux tandis qu'ils s'agitaient. Ma chérie, Dieu merci, tu es retrouvée. Vous ne devez plus jamais me quitter, murmura Madame Otis en embrassant l'enfant tremblant et en lissant l'or emmêlé de ses cheveux. Papa, dit doucement Virginia, j'ai été avec le fantôme. Il est mort et vous devez venir le voir. Il avait été très méchant, mais il était vraiment désolé pour tout ce qu'il avait fait et il m'a donné cette boîte de beaux bijoux avant de mourir. Toute la famille la regardait avec un étonnement muet, mais elle était très grave et sérieuse. Et, se retournant, elle les conduisit à travers l'ouverture des lambris dans un étroit couloir secret, Washington le suivant avec une bougie allumée qu'il avait prise sur la table. Finalement, ils arrivèrent devant une grande porte en chêne, constellée de clous rouillés. Lorsque Virginie le toucha, il pivota sur ses lourds gonds et ils se retrouvèrent dans une petite pièce basse, avec un plafond voûté et une petite fenêtre grillagée. Enchâssé dans le mur se trouvait un énorme anneau de fer, auquel était enchaîné un squelette décharné, étendu de tout son long sur le sol en pierre, et qui semblait essayer de saisir de ses longs doigts décharnés une trancheuse et une aiguière à l'ancienne, qui étaient placées juste hors de sa portée. La cruche avait manifestement été remplie d'eau, car elle était recouverte à l'intérieur de moisissures vertes. Il n'y avait rien sur la trancheuse à part un tas de poussière. Virginie s'agenouilla près du squelette, joignant ses petites mains, se mit à prier en silence, tandis que le reste de la congrégation regardait avec émerveillement la terrible tragédie dont le secret leur était maintenant révélé. « Bonjour !» s'exclama soudain l'un des jumeaux, qui regardait par la fenêtre pour essayer de découvrir dans quelle aile de la maison se trouvait la chambre. « Bonjour !» Le vieil amandier desséché a fleuri. Je peux voir les fleurs très clairement au clair de lune. Dieu lui a pardonné, dit gravement Virginie en se levant, et une belle lumière semblait éclairer son visage. « Quel ange tu es !» s'écria le jeune duc, et il lui passa le bras autour du cou et l'embrassa. Chapitre 7. 4 jours après ces curieux incidents, des funérailles commencèrent à Canterville Chase vers 11h du soir. Le corbillard était tiré par 8 chevaux noirs, dont chacun portait sur sa tête une grande touffe de plumes d'autruche penchée, et le cercueil de plomb était recouvert d'un riche drap pourpre sur lequel étaient brodées en or les armoiries de Canterville. À côté du corbillard et des carrosses marchaient les domestiques avec des torchets allumés, et l'ensemble du cortège était merveilleusement impressionnant. Lord Canterville était le principal pleureur, venu spécialement du pays de Galles pour assister aux funérailles, et était assis dans la première voiture avec la petite Virginie. Vinrent ensuite le ministre des États-Unis et sa femme, puis Washington et les 3 garçons, et dans la dernière voiture se trouvait Madame Humney. On pensait généralement que, comme elle avait été effrayée par le fantôme pendant plus de 50 ans de sa vie, elle avait le droit de voir le dernier d'entre lui. Une tombe profonde avait été creusée dans le coin du cimetière, juste sous le vieil if, et le service a été lu de la manière la plus impressionnante par le révérend Augustus Dampier. La cérémonie terminée, les domestiques, selon une vieille coutume observée dans la famille de Canterville, éteignirent leurs torchets, et, comme on descendait le cercueil dans la tombe, Virginie s'avança et y déposa une grande croix de bois blanc. Et des fleurs d'amandier rose. Ce faisant, la lune sortit de derrière un nuage et inonda de son argent silencieux le petit cimetière, et d'un bosquet lointain un rossignol se mit à chanter. Elle repensa à la description du jardin de la mort faite par le fantôme, ses yeux se remplirent de larmes et elle prononça à peine un mot pendant le chemin du retour. Le lendemain matin, avant que Lord Canterville ne monte en ville, M. Otis eut un entretien avec lui au sujet des bijoux que le fantôme avait donnés à Virginia. Ils étaient parfaitement magnifiques, notamment un certain collier de rubis à monture vénitienne ancienne, qui était vraiment un superbe spécimen du XVIe siècle, et leur valeur était si grande que M. Otis éprouva de grands scrupules à permettre à sa fille de les accepter. « Monseigneur, dit-il, je sais que dans ce pays la main morte s'applique aussi bien aux bibliocotaires, et il est tout à fait clair pour moi que ces bijoux sont, ou devraient être, des objets de famille dans votre famille. Je dois vous en prier, en conséquence, de les emmener à Londres avec vous,
et de les considérer simplement comme une partie de votre propriété qui vous a été restituée dans certaines conditions étranges. Quant à ma fille, elle n'est qu'une enfant et n'a encore, je suis heureux de le dire, que peu d'intérêt pour de tels objets de luxe oiseux. Je suis également informé par Madame Otis, qui, je puis le dire, n'est pas une mince autorité en matière d'art, ayant eu le privilège de passer plusieurs hivers à Boston lorsqu'elle était une jeune fille, que ces pierres précieuses ont une grande valeur monétaire et que si elles m'étaient offertes, à vendre rapporterait un prix élevé. Dans ces circonstances, Lord Canterville, je suis sûr que vous reconnaîtrez combien il me serait impossible de les permettre de rester en possession d'un membre de ma famille. Et, en effet, tous ces 20 gadgets et jouets, si appropriés ou nécessaires à la dignité de l'aristocratie britannique, seraient complètement déplacés parmi ceux qui ont été élevés selon les principes sévères, et je crois, immortels de la simplicité républicaine. Peut-être devrais-je mentionner que Virginia tient beaucoup à ce que vous lui permettiez de conserver la boîte, en souvenir de votre malheureux mais égaré ancêtre. Comme il est extrêmement ancien, et par conséquent très en mauvais état, vous jugerez peut-être bon d'accéder à sa demande. Pour ma part, j'avoue que je suis très surpris de trouver un de mes enfants exprimant de la sympathie pour le Moyen-Âge sous quelque forme que ce soit, et je ne peux l'expliquer que par le fait que Virginia est née dans l'une de vos banlieues de Londres peu après Madame Otis revenait d'un voyage à Athènes. Lord Canterville écouta très gravement le discours du digne ministre, tirant de temps en temps sa moustache grise pour cacher un sourire involontaire, et quand M. Otis eut fini, il lui serra cordialement la main et dit « Mon cher monsieur, cette charmante petite fille a rendu un service très important à mon infortuné ancêtre, Sir Simon, et ma famille et moi lui devons beaucoup pour son courage et son courage merveilleux. Les bijoux sont clairement les siens, et, par ailleurs, je crois que si j'étais assez sans cœur pour les lui prendre, le méchant vieillard sortirait de sa tombe dans 15 jours, me menant au diable d'une vie. Quant à leur caractère d'héritage, rien n'est un héritage qui n'est ainsi mentionné dans un testament ou un document légal, et l'existence de ces bijoux est assez inconnue. Je vous assure que je n'ai pas plus de droit sur eux que votre majordome. Et quand Miss Virginia sera grande, j'ose dire qu'elle sera ravie d'avoir de jolies choses à porter. En outre, vous oubliez, monsieur Otis, que vous avez fait évaluer les meubles et le fantôme, et que tout ce qui appartenait au fantôme est passé immédiatement en votre possession. Car, quelle que soit l'activité que Sir Simon ait pu montrer dans le couloir la nuit, au point de vue de la loi, il était réellement mort. Et vous avez acquis sa propriété par achat. Monsieur Otis fut très affligé du refus de Lord Canterville et le supplia de reconsidérer sa décision, mais le bon enfant se montra très ferme et persuada finalement le ministre de permettre à sa fille de conserver le cadeau que le fantôme lui avait offert. Et lorsque, au printemps 1890, la jeune duchesse de Cheshire fut présentée au premier salon de la reine à l'occasion de son mariage, ses bijoux furent le thème universel de l'admiration. Car Virginia reçut la couronne, qui est la récompense de toutes les bonnes petites filles américaines, et fut mariée à son petit ami dès qu'il fut majeur. Ils étaient tous deux si charmants, et ils s'aimaient tellement, que tout le monde était enchanté de ce mariage. Sauf la vieille marquise de Dumbleton, qui avait essayé d'attraper le duc pour une de ses 7 filles célibataires, et n'avait pas donné moins que 3 dîners coûteux à cet effet, et, chose étrange, monsieur Otis lui-même. Otis aimait beaucoup le jeune duc personnellement, mais, en théorie, il s'opposait au titre et, pour reprendre ses propres mots, n'était pas sans appréhension de peur que, au milieu des influences énervantes d'une aristocratie épris de plaisir, les véritables principes ne soient respectés. La simplicité républicaine doit être oubliée. Ces objections, cependant, furent complètement rejetées. Et je crois que lorsqu'il traversa l'allée de Saint-Georges, à Nové Square, avec sa fille appuyée sur son bras, il n'y avait pas d'homme plus fier dans toute l'Angleterre. Le duc et la duchesse, après la lune de miel, descendirent à Canterville Chase, et le lendemain de leur arrivée, ils se rendirent dans l'après-midi au cimetière solitaire près de la Pinède. Au début, il y avait eu beaucoup de difficultés au sujet de l'inscription sur la pierre tombale de Sir Simon, mais finalement on avait décidé d'y graver simplement les initiales du nom du vieux gentleman et le verre de la fenêtre de la bibliothèque. La duchesse avait apporté avec elle de jolies roses qu'elle répandit sur la tombe, et après y être restée quelque temps, elles se promenèrent dans le chœur en ruine de la vieille abbaye. Là, la duchesse s'est assise sur un pilier tombé, tandis que son mari était allongé à ses pieds, fumant une cigarette et regardant ses beaux yeux. Soudain, il jeta sa cigarette, lui prit la main et lui dit « Virginie, une femme ne devrait avoir aucun secret pour son mari. » « Chère Cécile, je n'ai aucun secret pour toi. »« Oui, tu l'as fait, » répondit-il en souriant. « Tu ne m'as jamais dit ce qui t'était arrivé lorsque tu étais enfermée avec le fantôme. »« Je n'en ai jamais parlé à personne, Cécile, » dit gravement Virginia. « Je le sais, mais tu pourrais me le dire. »« S'il te plaît, ne me demande pas, Cécile, je ne peux pas te le dire. »« Pauvre monsieur Simon, je lui dois beaucoup. »« Oui, ne ris pas, Cécile, vraiment. Il m'a fait comprendre ce qu'est la vie et ce que signifie la mort, et pourquoi l'amour est plus fort que les deux. » Le duc se leva et embrassa tendrement sa femme. « Tu peux avoir ton secret tant que j'ai ton cœur, » murmura-t-il. « Tu as toujours eu ça, Cécile. Et tu le diras un jour à nos enfants, n'est-ce pas ? »
Virginie rougit. Fin.